Bonjour, chère Evelyne Christ d'Assas. Chère Hélène, bonjour. Écoute, on se connaît depuis très longtemps, toi et moi. Le temps, même au-delà du temps. Même au-delà du temps, oui, c'est bien clair. Mais ce que je peux te dire dans cette vie, en tout cas, je t'ai vu jouer au théâtre un après-midi, il y a très longtemps, dans un Molière ou quelque chose comme ça, pour les enfants. Donc ton nom était dans mes oreilles depuis toujours. Et puis très longtemps après, je crois que c'était dans les années 2000, 2002, quelque chose comme ça, tu m'as ouvert les portes de la Maison de l'Europe. Maison de l'Europe. Où je faisais mes conférences pour Grabovoi. Et on a fait un très beau truc, avec des tables rondes, avec des intervenants, des scientifiques, des docteurs, des médecins. C'était une belle conférence. Et je chantais une ou deux chansons tout à au fait, milieu. Voilà, tout à fait, tout à fait. Tu t'en souviens de ça, c'était magnifique. C'était un très beau moment. Cette conférence-là. Et on a reçu un des spectateurs de cette conférence qui m'avait écrit à la suite de ça. Ah oui. Et ça m'avait fait tellement de bien parce que moi, c'était très bien ce que je faisais. J'étais en train de faire connaître les livres d'interviews que j'avais faits. Mais j'avais très envie de refaire de la scène, beaucoup, etc. Et là, je chantais que deux chansons. Non, mais il m'a dit... il m'a fait comprendre que, voilà, que la scène m'attendait. Et la scène t'a attendu d'ailleurs. Et la scène m'a attendu tout de suite après, voilà. Et c'était vraiment très agréable d'entendre ça. Je lui ai raconté ça l'autre jour, de cette lettre qu'il m'avait écrite, en me remerciant de tout ce que je faisais passer. Je ne sais plus comment il avait tourné ça, voilà, à travers la lumière qu'on répandait, etc. C'était très, très joli. Et donc, après cette salle de l'Europe, nous avons fait le grand concert de la paix à la Mutualité. Un très grand beau moment. Voilà. On était délégués par l'ambassadeur André Levin, qui est au ciel maintenant. Tout à fait, tout à fait. Et qui était vraiment, c'était le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. Il l'avait été. Il était toujours ambassadeur. Et il avait tenu à ce qu'on fasse ce spectacle dans le cadre de la Semaine mondiale pour le désarmement parrainée par l'ONU. Et c'est toujours l'actualité aujourd'hui, encore plus aujourd'hui qu'hier. Donc j'ai toujours continué après, à travers tout ce que je faisais. Et même, je disais, pendant les confinements, puisqu'on a continué à remettre les coupes de la paix, etc. Et on continue chaque année... avec l'énergie. Oui, ça il faut parce que... Avec l'énergie. Oui, là, mais alors quand tu vois, c'est la majorité de la population ne veut qu'une chose, c'est la paix. Absolument, là maintenant. 99%. Tout à fait. Ça prend une ampleur. Mais alors sur Bonheur TV, tu as tout ça, puisqu'il y a tous ces témoignages de paix. Bien sûr, je ne sais pas si tu les as vus, mais tu y es, toi, certainement. Bien sûr, oui, tout à fait. De toute façon, il y a tout le spectacle qui est sur Bonheur TV de cette époque-là. Et Bonheur TV a été créé pour retransmettre ces événements de la paix, puisque le tout premier, c'était celui-là. Voilà. Ça a été un très grand moment. Et voilà. Ensuite, il y en a eu beaucoup d'autres, des grands moments, puisqu'il y a eu la garde républicaine et tout ça. Et voilà. Donc, ce que je voulais te dire, je ne connais pas tout de ta vie, mais j'ai lu ton bouquin. Ton fameux bouquin, on va le montrer à Philippe, qui est aux manettes, qui s'appelle « Mémoire de mes amours inconditionnels ». Et hymne à la vie. Hymne à la vie. Hymne à la vie, c'est important, parce que tous ces gens m'ont amené à cet amour de la vie, par l'amour et la lumière divine que j'avais en moi. Donc c'est un hommage et un témoignage que je voudrais leur rendre, parce que c'est grâce à eux que si je suis aujourd'hui ce que je suis. Alors, il y en a un paquet de tes amours inconditionnels, quand même. Tu n'as peut-être pas tout dit, d'ailleurs. Non. Non, tu en as gardé sous le coude. Et on va en parler, parce qu'il y a des très grands noms, très connus, et tu vas nous raconter tout ce parcours. Mais ce qui m'a beaucoup plu dans ton livre, quand ça commence, c'est que quand tu étais petite fille, à 3 ans, et que tes parents pensaient que tu étais muette. C'est ça, c'est ça. Et la première phrase que tu as dit, vas-y, en parlant d'un monsieur... est très esthétique. Est très esthétique à 3 ans. Là, c'était la première phrase qu'elle sort. La première phrase que je sors, mes parents en sont restés quoi. Voilà, alors je te disais, ça c'est les enfants surdoués. Ce que je ne savais pas, mais voilà. Qui parlent tard, généralement. Tard, parce que j'avais 2 ans et demi, c'était très tard. Mais quand ils l'ouvrent, c'est toujours pour dire quelque chose de très important et qui n'est pas de l'âge d'un petit enfant. Ce n'est pas le vocabulaire d'un enfant. Non, ce n'est pas le vocabulaire d'un enfant. Et ce n'est même pas des mots que mes parents employaient. C'est ça, c'est ça. C'est ça qui est...
Ça a été ma vie depuis ma naissance. Le jour de ma naissance, ça a été un événement déjà. Le jour de ma naissance déjà. Qu'est-ce qui s'était passé, raconte-moi. Le jour de ma naissance, je suis née en pleine guerre 40. C'est ça. Et le jour de ma naissance, je suis née avec des cheveux noirs jusque-là. Ah oui, c'est ça. Et on m'a remonté les cheveux avec un petit ruban rose. Est-ce que ta mère avait des brûlures d'estomac? Non. Parce qu'il disait toujours quand il y a beaucoup de cheveux. Non, chez le elle bébé, était très étonnée. Et on m'a fait le tour de la clinique. Pour me montrer, parce que là c'était une star, tu vois ce que je veux dire. Oui, et on a fini par me faire par les huiles essentielles, par les huiles divines. J'ai eu la bénédiction totale, immédiatement et tout de suite. Donc là, j'étais déjà chargée tout de suite, tu vois ce que je veux dire. Je ne pouvais pas échapper à mon destin quelque part. D'accord. Oui, après, tu as voulu tout de suite être comédienne ou c'est venu... Ah non, c'était un long... Non, c'était quand j'avais 14 ans parce que mes parents nous avaient beaucoup, ils avaient des difficultés financières et on a été obligés de beaucoup bouger et j'avais des études très en dents de scie, tu vois, ça n'a pas été... D'ailleurs, je n'ai jamais passé mon bac, je n'ai que le diplôme de brevet. À l'époque, à 14 ans, c'était pas possible. Mais comme j'avais du succès un petit peu, déjà un petit peu à l'école, parce que j'avais fait des soirées, tu sais comme on fait en fin d'études, on fait une petite manifestation théâtrale. Il m'avait donné un rôle où je jouais la reine de Saba. Carrément. Tant qu'à faire. Et j'avais eu beaucoup de succès. Alors donc mes parents avaient été prévenus, ils ont dit ah oui, elle est formidable, c'est magnifique et tout ça. Et au départ, je ne voulais pas être comédienne, au départ, j'aurais voulu être danseuse. D'accord. C'était l'opéra. Parce que je faisais des pointes et tutus. Ah, t'avais des pointes. Je faisais des pointes. Mais malheureusement, mon corps physique n'était pas en harmonie pour faire ça. Et puis c'était trop tard. À 10 ans, on peut plus faire et puis il fallait que les parents puissent payer les cours. Voilà, parce que moi, je me suis fait offrir les chaussons, mais il n'y a jamais eu les cours. Voilà, tout ça faisait que... Bon, et là, partant de là, comme j'ai 14 ans, mon père me dit « mais qu'est-ce que tu veux faire ?» et tout ça. Et en définitive, je lui dis que je ne sais pas, mais mon père me dit « si, tu vas faire du théâtre. » Ah ouais. C'est mon père qui m'a dit tu vas faire du théâtre parce qu'il avait vu que j'avais quelques aptitudes. D'accord. Alors donc, j'ai dit oui, pourquoi pas, effectivement. Ça me plaisait beaucoup de jouer, je trouvais ça formidable. Mais il m'a dit écoute, je vais me renseigner, je vais voir quelqu'un qui va pouvoir nous aider et tout ça. C'est comme ça que j'ai pu rentrer grâce à lui à aller voir quelqu'un qui nous a introduit auprès du directeur du conservatoire. Ah, carrément. Qui m'a été reçu. De Paris. De Paris. Qui m'a reçu tout de suite. Et je te dis, il m'a dit non, vous êtes très très jeune, vous savez, on rentre au conservatoire quand on a minimum 16 ans et quelques jours. Vous allez prendre des cours et tout ça. Je dis oui, très bien. Et il me dit, voilà, je vais vous donner un professeur qui s'appelle Jacques Serres, qui est venu ici, et qui était nouvel pensionnaire de la Comédie Française, et vous allez prendre des cours avec lui, qui n'a encore jamais donné des cours. Et effectivement, je rencontre Jacques Serres, il me dit, ah oui, c'est formidable, vous êtes très très jeune. J'avais 14 ans, j'en faisais presque 12 et demi. C'était comme ça que c'est toujours été mon cas, de faire toujours plus jeune que je suis. Et il m'a dit, vous savez, c'est très compliqué, le conservatoire, on passe plusieurs tours, c'est vraiment... mais enfin, on va vous apprendre. Et effectivement, donc... 15 ans, je commence à travailler 1 an avec lui. Il se trouve même pas la première année, on vient me chercher pour jouer Ruy Blas, pour jouer Cassilda dans Ruy Blas, en festival avec la Comédie Française. Alors il était là très content, il m'a dit c'est formidable, très content. Et il prépare mes 3 scènes pour le concours de l'année d'après où j'avais 16 ans, juste. Et effectivement, je passe premier, deuxième, troisième tour et je suis élue. Je suis reçue au concours de la Comédie Française à 16 ans. En étant sur 10 élèves, 10 femmes, 10 hommes, sur 1000 élèves. Et j'ai fait 4 ans de conservatoire et ça a été un grand bonheur, avec tous ces professeurs que je cite, qui étaient magnifiques, qui m'ont appris beaucoup de choses. Et ça, c'était un grand bonheur et j'ai enchaîné ma carrière très, très rapidement. Et tu as tout de suite joué, en fait? Ah, tout de suite. J'ai fait des festivals, et puis j'ai rencontré, j'ai tourné dans un film avec Fernandel, j'avais 18 ans. Après, j'ai rencontré Francis Blanche, qui m'a pris sous son aile. J'ai tourné tout de suite avec lui aussi dans les studios de Billancourt. Donc, tout de suite, j'ai toujours au cinéma, au théâtre et à la télévision. Et alors, moi, ce que j'ai adoré dans ton livre, c'est quand tu parles de Michel Bouquet. Ah oui, mais ça, c'est l'amour de ma vie. C'était l'amour de ta vie. Ça a été l'amour de ma vie, c'est grâce à lui. C'est une belle histoire. Hein. Ah, c'est une histoire magnifique, ça, je vais te dire. Et en l'écrivant, tu vois, j'ai pu revivre chaque moment, chaque instant avec lui, d'une telle intensité, car sur le moment, je n'avais pas compris tout ça, toute cette douleur que j'ai eue à cause et pour lui. Bien sûr. Mais je sais que si je m'étais mariée avec lui, comme ça aurait dû être le cas, parce qu'il m'a demandé en mariage et tout ça, je n'aurais jamais fait la mission que j'étais venue accomplir. Et là, c'est formidable parce que je me dis, bon... Ah, c'était ton âme jumelle. C'est ma femme jumelle, ça c'est certain. Et donc, en partant, le dernier cadeau qu'il m'offre, c'est un miroir. Tout en écaille, sublime. Et sachant que le miroir, c'est l'âme. C'était son cadeau d'âme, parce qu'on était d'âme à âme, tu vois ce que je veux dire. Et c'est quelque chose d'inouï, quoi.
Ah là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ben voilà, il était bien là pour ça, et ce sacrifice était là. Et jusqu'à la fin de sa vie, comme moi, là, comme je la mienne, je ne suis pas encore à la fin de ma vie, mais bref, on a eu ce parcours jusqu'au bout. C'est ça. Et quand il est parti de l'autre côté, oui. j'ai communiqué avec lui. Ah. Et il m'a dit, j'ai peut-être pas fait le bon choix, mais je t'attends. Ah bon, bah ça va. Voilà. Bah, de toute façon. C'est magnifique, écoute. Alors là, donc, je sais qu'il m'attend. Et de toute façon, pour toutes les flammes jumelles, hein, on se tire l'un l'autre voilà, pour faire ce qu'on est venu faire. Exactement. C'est tout, mais il y a toujours des histoires comme ça. C'est toujours, mais c'est malheureusement, il y a toujours un truc. Quand on peut le comprendre. Quand on peut le comprendre, parce que c'est injuste. Oui, voilà. sur le moment, on a du mal. Sur le moment, ça a été très, très, très dur. Je m'empresse de te dire. Avec ce que l'on ressent. Profondément, parce que vraiment, c'est un homme qui m'a marqué. Un seul regard de lui, c'est comme s'il était rentré en moi d'une manière incroyable. C'était une fulgurance, tu vois ce que je veux dire. C'était bon. Mais là, ça a été très, très dur. Mais bon, mais quand tu comprends le film, tu te dis, oui. Mais tu l'as compris tôt ? Non, non. Je l'ai compris beaucoup, beaucoup plus tard. Et j'en ai toute la beauté en écrivant mon livre. Parce que jusque-là, quand tu es dedans, tu ne peux pas avoir cette distance, cette compréhension, cette douleur. Parce que là, ça a été vraiment très, très dur. Moi, j'ai eu du mal à m'en sortir. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne me suis ni jamais mariée, ni j'ai eu d'enfant. Ah oui, non, c'était pas possible. C'était pas possible. C'était pas possible. Oui, parce que quand on a une connexion totale avec quelqu'un comme ça. Le seul homme qui m'a vraiment, je dois dire... Francis Blanche ? Non, Jean Marais. Ah, Jean Marais. Ah, Jeannot, ça c'était aussi... Quelle beauté. Alors oui, c'était une âme sœur, quelque chose. Dis-moi, je pense que je l'ai rencontré beaucoup de fois quand il a habité Montmartre. Ah, ben, tout à fait. Je le rencontrais à la poste. Les gens le laissaient tranquille. Je me disais, on le respecte. Il habitait très longtemps On se croisait très souvent parce que j'habitais rue de l'Armée d'Orient et quand j'allais faire mes courses, je croisais Jean Marais. Il avait une très belle maison là-bas, oui, tout à fait. Il devait être voisin. Ah, c'était un homme magnifique, magnifique. C'était un homme magnifique, vraiment. C'était de toute beauté. Mais je me souviens qu'à la poste, je me disais quand même, c'est Jean Marais, quoi. Les gens devraient... Non, tout le monde était très respectueux. Ah oui, parce qu'il dégageait quelque chose. Il dégageait quelque chose tellement unique. Jeannot, c'était spécial aussi. C'était un grand amour. Une autre femme jumelle, oui, ça c'est magnifique. Mais il paraît qu'on en a beaucoup des âmes jumelles. Oui, absolument. On n'a qu'une femme et plusieurs âmes sœurs. C'est ça. Voilà, et lui, c'était une âme sœur. Et je sais que j'avais été mariée avec lui dans d'autres vies. Ouais. Donc j'ai pu retracer le pourquoi. Tu le ressens tout de suite. J'ai pu retracer les choses. Ah oui, parce que ça a été tellement fou. Et moi, toutes ces rencontres, c'était Et alors, ce Francis Blanche, alors? Ah, Francis Blanche, c'était magnifique. Alors là, Francis, ça a été toute ma famille. C'était mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, mon ami. Ça a été tout. Il était tout. Il te faisait rire? Ah oui, mais moi, alors... Michel m'a fait pleurer, mais Francis m'a fait rire pour toute ma vie. Ça, c'est clair. Toute ma vie, j'ai ri avec Francis. Ça a été... alors, lui, il était fou d'amour pour moi. Moi, pas du tout, mais moi, c'était tout. C'était ma famille. C'était toute ma famille. Ça a été vraiment une connexion totale. Oui, puis totale. il était là quand on avait besoin. Ah oui, non, mais il a été formidable, il a été magnifique. Lui aussi, je l'ai accompagné jusqu'à ce qu'il parte de l'autre côté. Ah oui. C'était un homme magnifique, très charmant. D'une drôlerie, d'une intelligence brillante. D'ailleurs, beaucoup de gens ont copié un peu tout ce qu'il a fait après, parce qu'il est vraiment un grand talent, Francis. Ah oui, j'ai vraiment beaucoup aimé Francis. Alors, raconte-nous comment d'un seul coup la politique t'a fait bifurquer. Ah oui, parce que je n'étais pas du tout destinée à ça, mais pas du tout. Ni de près, ni de loin. Ni par ma famille. C'était avec Mitterrand? Ah non. Avant, oui, enfin, si on peut aller par là. D'abord, ça a commencé par ma rencontre avec Roland Dumas. D'accord. Alors, il se trouvait que j'allais au conservatoire, et du conservatoire, on allait déjeuner à la cantine de l'Opéra. Et tous les ans, on allait faire un petit peu des vitrines, on a déjeuné. Et un jour, j'étais en train de regarder une paire de chaussures dans une très belle boutique, et je vois deux escogriffes magnifiques, beaux garçons, habillés d'une manière curieuse, qui viennent me faire des trucs plein d'humour, plein de drôlerie. Alors moi, quand on me fait rire, je ris. Donc il me dit, enfin, il s'amuse, et il me dit, écoutez, venez donc boire un verre avec nous à le Café de la Paix. Bon. Pourquoi pas? Le Café de la Paix, ça commençait bien. Alors, voilà. Et donc, on s'assied, et je lui dis, écoutez, vous êtes habillés comme ça. Il me dit, on sort de notre cours d'escrime. Je dis, vous avec qui? Avec le maître Lacaze. Je lui dis, ça tombe bien. C'est mon maître d'escrime au conservatoire. Donc, on a trouvé tout de suite la connexion tout de suite. Et au bout de la conversation, il me dit, écoutez, Evelyne, je vais vous faire rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je lui dis, oui, peut-être sûrement. Il s'appelle François Mitterrand. D'accord. C'était dans les 60. Tu vois ce que je veux dire, c'était très, très loin. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ce nom, moi, la politique, voilà. Et il me dit ça. Il me dit, je vais vous inviter un jour à la maison, et puis je vous le ferai rencontrer. Bon, je dis, oui, si vous voulez, pourquoi pas.
Ce qui fait qu'il m'a invité plusieurs fois chez lui et je n'ai jamais rencontré Mitterrand avec lui. Je n'ai rencontré Mitterrand qu'avec Roger Hanin, quand des années plus tard, j'ai travaillé avec lui, avec Christine, avec sa femme et tout ça, et que bien entendu, qui dit François Mitterrand, dit Christine Couserenal et dit Daniel Mitterrand. Donc c'était la famille, donc c'était là. Et c'est comme ça que pour la première fois, j'ai rencontré Mitterrand avec Christine et avec Roger. Et là, on était déjà en 70. Ah oui, exactement, on était en 70. Et comme à 70, François venait juste de récupérer le parti, il avait pris le parti à la SFIO, pas à la SFIO, au congrès un congrès terrible de Metz qui s'était vraiment soldé par quelque chose de formidable. Et il me dit, écoutez, Evelyne, je serais contente de vous inviter à la Roche de Solutré. Cette escalade qu'il faisait typique chaque année. Et me voilà embarqué avec Christine, Roger et tout le monde, partir dans sa maison là-bas dans la Nièvre. Et il me dit, le matin, au jour de la Pentecôte, nous montons à la Roche de Solutré. Et moi, je ne connaissais pas ce que c'était cette Roche de Solutré. J'avais des talons qui étaient grands comme ça. Tu peux pas escalader la montagne avec des talons comme ça. Et alors, Mitterrand, voyant ma difficulté, tu vois, il me prend la main. Ouais. On est dans la main tous les deux, et nous montons jusqu'à la Roche de Solutré, jusqu'en haut, en me récitant les vers de Lamartine. D'accord. Le lac Autan. C'est quoi cette Roche de Solutré? C'est une petite montagne, un lieu saint dans lequel tu domines, tu as un point de vue, tu vois. C'est pas le Mont Blanc, mais c'est déjà un certain point de vue dans lequel tu vois toute la campagne et tout ça. Tu vois la campagne à tes pieds, tu vois. Et là, Mitterrand est parti dans un délire de Lamartine, avec Autan suspend au vol, lui, pour le temps, c'était pas du tout sa tasse de thé, c'était très très drôle, ça m'amusait beaucoup. Et quand les gens m'ont vu avec cet homme comme ça, main dans la main, pour moi c'était surréaliste complètement, je ne peux pas te dire. Je ne sais plus où j'étais, car il y avait tout le monde. Il y avait Ernu, Bérégovoy, il y avait 55 Lapana qui sont devenus des ministres après, mais il y avait tout le monde qui était là, tu vois. Et le soir, en descendant, tout le monde me regardait un peu bizarrement, tu vois, parce que c'est quoi celle-là, c'est qui, personne ne me connaissait de rien, bon bref. Et ce qui fait qu'on venait, Daniel vient me voir, il me dit, Christine, qu'est-ce qu'on fait à manger ce soir et tout. Je dis, écoutez, je ne sais pas. Moi, ma mère m'a appris à faire de la soupe à l'oignon. Je dis, on fait une soupe à l'oignon pour tout le monde. Et je l'ai aimé tout le monde à éplucher les oignons, Daniel, Christine. Tout le monde était content. Et j'ai fait la soupe à l'oignon et tout le monde était content. Et on a passé une soirée formidable. Et c'est comme ça que j'ai rencontré François. D'accord. Et qu'après, on est devenus très très amis, que je suis rentrée au Parti Socialiste, et que j'ai créé la section culture avec Roger Hanin, et que voilà. Donc, Et tu faisais déjà public relations? Non. Non, pas encore. Ah non, c'est dans les années 80 que j'ai fait public relations. Quand tout le monde est arrivé au pouvoir, qu'on m'a demandé, on m'a demandé, écoute, tu connais tout le monde, forcément, parce que je connaissais tout le monde. C'est à toi d'en parler, aide-nous à rentrer en contact avec telle et telle personne pour pouvoir accélérer des dossiers, faire en sorte que les choses se passent le mieux possible, parce qu'il y avait tout à faire. Et à ce moment-là, il y avait un tel bouleversement, je dirais, politique d'un côté, mais aussi psychologique, de plein de choses, où il fallait que les gens se reconnaissent, il fallait qu'il y ait une communication, parce qu'il y avait quand même une espèce de scission quand même. Entre la gauche et la droite, c'était quand même, ça a été quelque chose d'un grand moment quand même. Donc j'ai servi un petit peu de truchement comme ça, pour être ce lien entre les gens qui voulaient, et faire avancer les choses d'une certaine manière, pour pouvoir faire que les choses se passent le mieux possible. Voilà. Oui, et puis comme tu as toujours eu de grande intuition, tu savais guider un petit peu. Exactement. Donc c'est ça, tu as servi de guide un petit peu. Exactement, c'est pour ça que ça a été formidable, ça a été un moment vraiment très très chaleureux. C'est ce qu'on lit là-dedans quand tu commences à parler de Michel Rocard, justement. Ah oui, non, mais ça, encore... Sans tes conseils... Autre là, parce que là, c'est encore une autre aventure, parce que moi, j'étais quand même, toi à moi, à des années-lumière de me dire qu'un homme comme Michel Rocard pouvait s'intéresser à moi, tu vois, parce qu'il était un homme tellement brillant, tellement cultivé, tellement... qui sortait du contexte. Et en plus de ça, quand on était près de Mitterrand, on ne pouvait pas être près de Michel Rocard. Sinon, à un moment, ça faisait une scission, tu vois. Sinon, on te regardait de travers. D'accord. Ah oui, mais c'est ça, c'est comme ça. Tu es d'un côté, tu es d'un autre, alors qu'on est dans le même parti. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me tue, ça, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'on défend les mêmes opinions, mais parce que tout le monde est une lutte de pouvoir, je l'écris parce que là, je ne peux pas supporter cette lutte de pouvoir. C'est pas possible. Et donc, il fallait que je rencontre Michel. D'accord. Il fallait qu'on ait encore d'une manière absolument incroyable. On s'est rencontrés en Israël, alors que bon, je ne le connaissais absolument pas. On se croise dans un ascenseur, il me regarde comme s'il m'avait toujours connu. Il me fait des sourires, il me dit bonjour. J'étais avec un sénateur qui me dit mais tu le connais? Je dis non, mais pas du tout. Non, mais pas du tout. Il était très étonné qu'il était aussi un mitterrandiste. Toujours ça paraît suspicieux, tu vois. Et je lui dis mais non, pas du tout. Et il ne de cesse que dans c'était un séminaire qu'on devait faire où Michel faisait un grand discours à la Knesset avec Shimon Peres. Et tout le discours, il l'a quasiment fait pour moi. En te regardant. En me regardant. Il y avait tout le monde. Et
le monde se posait la question, tout le monde dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe encore un coup là, tu vois ce que je veux dire? Ça a été de cesse. Et puis bon, on est rentré, je sentais que Michel avait un intérêt pour moi, et quand on rentre à la fin du stage, bon, je sentais bien qu'il voulait qu'on discute, et je ne dis rien, et il se trouve que c'était 2 mois après, on se croise dans le long du parti. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là et tout? Je dis, écoutez, moi je viens rencontrer un, j'étais avec Pierre Mauroy. Et il me dit, écoutez, il faut absolument qu'on se voit, on a des choses à se dire. Je dis, avec plaisir. Il me dit, écoutez, vous me téléphonez à la mairie de Conflans à Tannerine, je serais ravie de voir. Qui fut dit, fut fait. Je me suis dit, effectivement, ça m'intéressait de voir un petit peu ce que cet homme avait me raconté, tu vois ce que je veux dire. Et donc, ce qui fait que je l'appelle, ouais, il me dit, je ne suis pas libre, mais ce soir, si vous voulez, c'est d'accord. Le soir pris. On se rencontre, lui après son conseil municipal, moi j'allais au théâtre voir Robert Hossein, et on se retrouve à minuit dans un très bel endroit aux Champs-Élysées, et on est resté jusqu'à 3h du matin, ça a été un moment magnifique, on a ri comme des fous, ça a été une connexion immédiate, totale, sur tous les plans, ça a été magnifique, et c'est en 30 ans à ses côtés. Et alors, il t'a demandé conseil à un moment, c'est ça que j'ai vu, oui. Alors là, déjà, parce que là, ça a été le grand moment. Guidé, ah oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, c'était très, très drôle, tu sais, parce qu'à chaque fois qu'il faisait des discours et tout ça, quand il venait me voir à la maison, pour passer déjeuner et tout ça, et qu'il partait très vite faire un discours, quelque chose, il a vu Evelyne, il disait plus les choses de la même manière. Les gens avaient remarqué qu'à chaque fois qu'il faisait des discours, s'il s'était bien, c'était parce qu'il m'avait vu. Parce qu'il fallait que je lui remonte le moral. Il n'était pas aussi sûr de lui, pas du tout. Pas du tout. Non, mais Michel, il avait tellement été marqué par son père. Ça a été terrible. Sinon, il aurait été président de la République. Ah oui. Il a été castré par son père. Et tu as dit qu'il voulait se présenter contre Mitterrand. Et c'est lui... toi qui l'en as dissuadé. Je lui dis non. Parce qu'il avait été seulement ministre de l'Agriculture, ministre, tu vois, il n'avait pas été vraiment un grand poste dans lequel il a pu prouver tout ça. Et je lui dis, pour moi, pour rentrer dans un fauteuil, tu deviens Premier ministre, tu es dans un fauteuil, et hop, tu es président de la République. Voilà. Pour moi, c'était tellement lumineux. Ouais. Pour moi, c'était... Il t'a écouté. Et il m'a écouté. Et tout s'est passé comme ça, et Mitterrand a été d'accord. Et ça a été un grand, grand moment. Là. Et il a fait beaucoup de choses. Il a été magnifique. Il a fait un septennat, pas un septennat, il a fait 3 ans de Premier ministre d'une manière remarquable. Remarquable. Et j'ai pu lui amener des gens aussi qui m'ont demandé d'intervenir auprès de lui et tout ça. J'ai pu lui faire rencontrer un Premier ministre de la Nouvelle-Zélande qui m'avait demandé pour ne pas passer dans la truc diplomatique, parce que comment c'est très compliqué. Il faut, pour pouvoir accélérer les choses quand c'est très très vite, il faut pouvoir faire réagir. Et voilà, donc j'ai fait tout ça. Mais c'était vraiment, j'étais portée, tu vois. Et tu lui as fait rencontrer le Dalai Lama. Oui, absolument. En plus. Alors lui qui était agnostique, en plus de ça, je me suis dit comment il va le prendre. Et le Dalai Lama, c'était compliqué parce que le Dalai Lama, personne ne voulait en entendre parler. Tu te souviens, pendant des années et des années. Et donc, grâce à moi, j'avais déjà adhéré au Dalai Lama et à ses équipes. Et c'est comme ça que, rentrant avec lui, que j'ai pu rencontrer le Dalai Lama et que je lui ai dit, il faut absolument que vous rencontriez Michel Rocard et tout ça. Et que Michel m'a dit, bon, je lui ai dit, écoute, il faut absolument que tu le vois parce que tu verras, ça a été une rencontre exceptionnelle. Ils sont restés 1 heure ensemble, tout en anglais. Ils ont ri comme des fous. Ça a été magnifique. J'ai la photo, j'ai tout ce qu'il faut. Et Michel était très, très content. Il m'a dit vraiment, ça a été formidable. J'ai passé un moment merveilleux. D'accord. Ça, c'est des moments hors du temps. Alors, oui, il y avait une question que je voulais te poser, parce que dans ton livre, il y a beaucoup de photos de lettres que vous vous êtes écrites, avec les uns, avec les autres. Et alors, que tu aies les lettres qu'ils t'ont écrites, ça, ok. Mais que tu aies gardé le brouillon, tu as gardé les brouillons de ce que tu leur écrivais. Ah oui. Ah, tu gardes les brouillons, toi, oui, je garde parce que c'est des moments tellement, disons pour moi, importants. D'accord, et tu t'es replongé là-dedans pour écrire ce avec livre. Avec bonheur, absolument. D'accord, tu as ressorti tout ça. Ah oui, je gardais tout ça. C'est dommage, j'avais des trucs avec Mitterrand, mais je ne les ai pas retrouvés. Mais oui, tout à fait. C'est excellent, ça. Ah oui, parce que je trouve ça vraiment... C'est pour dire un petit peu comment... Parce qu'on ne sait jamais comment ça peut être perçu par les uns et les autres, mais c'est tellement important, tu vois, de donner vraiment la vérité des choses qui se sont vraiment passées, tu vois, parce qu'on peut me dire, oui, peut-être raconter des histoires. Non, mais tu as la preuve à l'appui, il y a tout ce qu'il faut. Preuve à l'appui, là, que ce soit Michel Bouquet, ou que ce soit, voilà, les lettres sont reproduites, et c'est magnifique. Donc vraiment, j'ai passé deux très bons moments en
en lisant tout ça. Mais que tous les lecteurs passent au moment Ce qui est merveilleux, c'est que tu dis aussi que les Michel ont une grande importance dans ta vie. Moi, je suis sous l'archange Michael depuis le début. Tu es née près de l'archange Michael. Je suis née à Saint-Michel, déjà. À Saint-Michel. Donc, et là, j'ai une dizaine d'hommes qui se sont toujours appelés Michel. Ça n'arrête pas. C'était la mode un petit peu. Ah, mais ça n'arrêtait pas. Ouais. Et c'est bien qu'un jour, avec Michel Rocard, j'ai dit, écoute, on va inviter tous mes Michel, qui étaient de toutes tendances confondues. Toutes tendances confondues. À droite, gauche. Combien il y en avait? Il y en avait une quinzaine. On a fait un petit déjeuner à Matignon. Avec tous les Michel. Avec Michel Roussin, Michel Français, Michel Destot, tous les Michel. Et se sont tous bien entendus. Ah, mais c'était magnifique. On a passé un petit déjeuner. Parce que, pour te dire, le 29 septembre, qui est la date de Saint-Michel, je suis allée au Mont-Saint-Michel. Bien sûr. Et j'étais au Mont-Saint-Michel, Michel me regarde, me dit, tu vas au Mont-Saint-Michel? Ah, écoute, il faut absolument que tu vois la merveille, c'est magnifique, tout ça. Et là, je l'appelle en étant au Mont-Saint-Michel. Michel est en communication à Matignon, dans son bureau. Il me dit, faut que tu vois ça, faut que tu vois ça, faut que tu vois ça. Tellement il était content que j'étais au Mont-Saint-Michel et que chaque mois, il savait que j'avais la merveille. Parce que lui, il était très versé sur le Mont-Saint-Michel. Il aimait beaucoup ça. Et ça lui a beaucoup plu. Donc, il fait partie de tes amours inconditionnels. On a l'archange Michael avec son épée, qui est le chef de l'armée des anges. Exactement, ça, c'est sûr. C'est lui qu'on appelle pour dénouer beaucoup de choses. Dénouer et terrasser, absolument. Et ensuite, il y a beaucoup de maîtres de lumière, alors hommes et femmes. Ce qui est merveilleux, c'est que tu as mis les hommes et les femmes. Ah oui. Il y a Grigory Grabovoy, bien sûr. Bien sûr. Alors, redis-moi le nom. C'est Shin Shiva. Alors, Shin est un être absolument exceptionnel qui n'est pas subi une incarnation. Il est venu comme avatar, il est venu comme walking, ce qu'on appelle de quelqu'un qui saute dans un corps. Qui saute dans un corps. Et qui pratique, ça c'est pratique. Voilà. Comme un Givaudan. Ah, je ne savais pas Anne ça. Anne aussi. D'accord. Sauter dans un corps, walking. Et donc c'est pour ça qu'il est mort. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est sur le point de mourir, qui s'en va. C'était quelqu'un qui était déjà qui est mort, mais qui avait une grande spiritualité, qui s'appelle Gideon. D'accord, donc le corps était déjà très un peu abîmé, on va dire. Et donc il s'en va de son corps, et hop, l'autre arrive, et il n'a pas besoin de repasser par le... Non, parce qu'il avait ce travail à faire, et lui était adombré aussi par beaucoup de grandes énergies vraiment spirituelles, et on a fait beaucoup de choses ensemble. Inde, c'est l'Inde. C'est l'Inde, oui, c'est l'Inde. Tu es allé le voir? Ah bah tout le temps. Oui, tout le temps. On faisait des séminaires, j'ai organisé un très beau concert avec lui aussi au théâtre. Je sais que tu as organisé beaucoup de choses, parce qu'il y avait des concerts, des dîners, tout un tas de trucs. Je n'ai pas pu assister à tout, mais là, on a fait je sais que tu étais active non-stop, comme ça, avec une énergie colossale. Parce qu'il faut. Pour répandre la lumière, les bonnes, toutes les choses qui vont aider les gens à être plus heureux. Voilà, c'est ça. Moi, c'est mon chemin, je suis venue pour ça, donc je voulais absolument... Alors celui-ci, c'est mon ami Piotr Phoenix, qui s'appelle Pierre Benacchio, et qui était un grand alchimiste, lui. Alors, il a écrit de très très beaux livres, il a un enseignement formidable qu'il faut lire. D'ailleurs, il est encore sur les réseaux. Et il y a son ami Didier qui a repris tout son travail sur le Christ, sur tout ça, sur l'avenue du Christ et tout. C'est merveilleux ce qu'il a fait en niveau qui est magnifique. C'est absolument ensuite, Grabovoy, lui, tu m'as dit... Bruno Gröning. C'est un guérisseur, un très grand guérisseur qui a guéri des milliers de personnes. Ça, c'est Mérama. Et ensuite, les enseignantes femmes. Mérama, tout le monde prend dans ses bras. Elle a pris 40 millions de personnes. 40 millions de personnes dans ses bras. C'est magnifique. Ouais. Moi, j'espère que je voudrais les prendre maintenant. Elle m'a dit ma chérie, ma chérie, ma chérie. Voilà, c'est ce que tu as dit. Ah oui, ça, elle est magnifique. Ma chérie, ma chérie. Oui, c'est ça. Parce qu'on est allé un jour. On est allé à Cergy. Oui, c'était à Cergy qu'elle faisait les... Alors, elle, c'est qui? C'est Mère Mera. Mère Mera. Elle est en Allemagne. Elle ne prend pas les gens dans ses bras. Non. Mais elle a un enseignement aussi, dans la même lignée, on va dire. Et alors celle-ci, c'est Jasmine, elle travaille pour la lumière. Voilà, c'est ça. Elle est nourrie d'énergie divine. Voilà, elle fait que la lumière. Voilà, c'est ça, de prana. Elle se nourrit de prana, uniquement de prana. Et bien sûr, ça c'est Maître Supam Ching Ai, qui est une femme aussi extraordinaire, qui a créé tout un groupe d'artistes aussi bien dans la peinture, la musique, la poésie. J'ai assisté à une de ses conférences en visio. Ah oui, parce qu'elle a une très belle chaîne. Elle a une chaîne de télévision. Oui. Voilà. Maître Supam Ching Ai. Voilà, toutes ces personnes-là font un travail remarquable sur J'ai vu autant d'hommes que de femmes. Oui, j'ai vu ça, sauf chez les politiques, là. Il y a toujours une... Non, mais les politiques, ils sont protégés par l'archange Michael, parce que sinon, ça ne marche pas. Entre le Dalai Lama et l'archange Michael, on va le remontrer. C'est magnifique. On va le remontrer, c'est vraiment... oui.
Et tu m'as dit, tu t'es régalée donc en l'écrivant parce que tu as vu la trajectoire. Ça a été un moment magnifique, magique. Parce que de revivre ça comme ça, avec cette intensité et en même temps cette distance, parce que là, quand tu le vis, tu n'es plus dans l'émotion. Tu revis les choses et tu comprends des choses que tu n'avais pas compris sur l'instant, qui te bouleversent. Parce que moi, ça m'a bouleversée. Je me suis dit, mais comment, mais c'est formidable. Et d'un seul coup, je me disais, mais oui, c'est comme quand tu fais un puzzle. Tu mets une petite pièce. Puis à un moment donné, le tableau est terminé. Et tu te dis, ah, mais j'ai fait ça. Mais c'est magnifique, mais c'est superbe. Tu vois, c'est ça, c'est un puzzle. Et c'est ça. Et je m'aperçois que le tableau, je ne sais pas s'il est terminé, mais en tout cas, il est bien avancé. Ça a été bien construit. Oui, c'est un très très beau livre. Hein. Et donc, il est sorti aux éditions du Net. Hein. Grâce à toi. Ah, grâce à moi, absolument. Je tiens à te le dire. Ils sont vraiment très efficaces et je suis ravie que vraiment tu aies pu. Alors, qu'est-ce que je lis là? Une vingtaine de films. Là, il faudrait que tu nous en parles un peu. Ah oui, oui. Parce que tu as joué tous les rôles. C'était surtout des rôles dramatiques ou tu non. faisais tout? Non, je n'ai jamais joué de rôle dramatique, c'était toujours des comédies. Des comiques. Des comédies avec De Funès, Jean Giraud. J'ai tourné La Provocation avec Jean Marais, c'est comme ça que j'ai connu Jeannot. J'ai tourné. Jeannot, tu l'appelles? Jeannot, oui. C'était pour toi, Jeannot, ou pour tout le monde? Les intimes l'appelaient Jeannot. On disait Jeannot, absolument. C'était magnifique. Ouais. Et puis, non, j'ai tourné beaucoup de films comme ça. Les Livreurs, avec Francis Blanche. J'ai tourné 2-3 films avec Francis. J'ai tourné, voilà, donc, avec Michel Bouquet, on a fait une série de télévision. Et la pièce, c'est comme ça que je l'ai rencontré au théâtre, Michel. Et alors, 25 pièces de théâtre, alors tu as tout joué, là? Ah, bah là, j'ai joué. Tous les classiques? Des comédies, non, pas de classiques, malheureusement. J'aurais bien aimé jouer des classiques, tu vois. Des comédies? Des comédies, toujours, bah oui. Et des boulevards aussi? Des boulevards, Boing, ah, oui. Comme au théâtre, Française Dorin. D'accord. Oui, beaucoup. Une trentaine de pièces, j'ai joué. Oui, tout à fait. Des tournées, j'ai fait beaucoup de tournées aussi. Le Sexe Faible, avec la Comédie Française, enfin bref. Oui, tout à fait. Et tu as réussi à bien marier ce que tu disais, la conseil en relations publiques, quand on t'a demandé de le faire pour les politiques et tout ça, tu arrivais à jongler avec les deux. Ça a été magnifique, parce que je te dis, moi je n'ai eu de cesse que de rencontrer les êtres des bords et d'un l'autre. Donc je faisais des dîners à la maison avec les gens de droite et de gauche. Et à la fin, qui n'étaient absolument pas faits pour se rencontrer, mais absolument pas. Oui, mais c'est ça que tu as. Et ça a été un bonheur, parce qu'ils se tiraient dans les bras, ils s'adoraient à la fin, c'était magnifique. Je me disais, mais quel bonheur. Prenez la droite et la gauche et allez-y, embrassez-vous. Oui, mais arrêtez de nous embêter, là. Vraiment, entendez-vous, on a autre chose à faire. La France a besoin de vous autrement. Je veux dire. Et c'est ça a été mon combat, c'est ma façon de faire les choses. Je voulais les faire comme ça, dans ce sens-là, tu vois, dans le sens de la communion, de passer outre toute cette chose qui fait que la politique, la dualité n'est pas de mise aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en plein combat. Le combat est en train de se mener à l'échelle de la planète. Donc, il faut que les choses changent, bougent complètement. Et grâce à Dieu, les êtres commencent à se réveiller. Oui, ça, on le sent. Donc, on espère qu'on va avoir ce grand bouleversement qui va faire en sorte que ça y est. Ça y est, je pense. Il est sur les rails, mais je pense que ça serait formidable. Parce que ça va être... La jeunesse, la nouvelle jeunesse. Oui, elle t'en demande très, très fortement. Absolument. C'est super. Non, ça va être un moment magnifique. Non, on a la chance de le vivre. On est venu pour ça, tu me diras. Hein. Pour moi, je sais que je suis venu pour vivre ce moment-là. Pour le vivre, et le vivre intensément et le mieux possible pour les uns et les autres. Donc, je serais contente de le voir vraiment après ça, pour voir la beauté de cette lumière. On le sait qu'on est venu pour ça. On est venu pour ça. Moi, je sais qu'en venant, je me suis dit, tout petite que j'étais, cette fois-ci, je vais réussir. Ah oui. Et c'était mon challenge. Cette fois-ci, je vais réussir quoi? Mon âme. Mon âme, je veux qu'elle soit à l'image de mon Créateur, c'est-à-dire dans sa pureté, dans sa beauté, dans sa créativité. Et c'est ça que je suis venue accomplir. Et c'est tous ces gens-là qui m'ont aidé à être ce que je suis. Tous mes amis, dont tu fais partie, dont tout ça, pour pouvoir apporter ce témoignage, pour apporter leur hommage, que grâce à eux, je suis ça. Et leur rendre hommage, parce qu'il faut, c'est important. Sinon, si je n'avais pas eu toutes ces rencontres, je ne serais jamais devenue ça. J'aurais fait une autre vie, ça aurait peut-être été très bien, mais je n'aurais pas rempli ma mission d'âme. Et c'était pour moi la chose la plus importante, cette mission d'âme. Parce que tout le monde a une mission d'âme, mais personne n'en a vraiment la conscience. Oui. C'est ça qui est dommage, parce que s'ils savaient qu'ils sont venus sur Terre pour faire ça, c'est parce qu'à l'école, ici on est à l'école en France, sur Terre, c'est une école, on est là que pour apprendre. Mais il y en a qui ne veulent pas apprendre, qui croient qu'on est là, qu'on part et qu'on repart et que c'est fini. Ben non, on ne repart pas et c'est fini, c'est pas fini, ça continue, et ça continue. Alors moi je voulais passer à l'étape supérieure, tu vois, c'est comme si tu es à l'école maternelle, tu pas là, et ben là, maintenant je veux aller à la grande école. Je
passer à l'école très supérieure. Et là, tu m'as dit qu'il y a un film qui va être tourné sur oui, toi. Oui, alors on va tourner un film qui s'appelle Antise, oui. qui est un très très beau sujet, qui avait le remake d'un film qui avait été écrit, qui avait été tourné en 1930 avec Charles Boyer et Ingrid Bergman, qui a été adapté par un homme formidable qui s'appelle Alain-Dominique Gamblin, Oliveri, et qui l'a adapté d'une manière beaucoup plus spirituelle, a donné un regard beaucoup plus profond à tous ces êtres, à travers une histoire qui est un peu banale, qui est une histoire un peu policière, un peu comme ça, suspense, mais très psychologique. Et lui, il l'a tourné comme un film un peu onirique. Et ça va devenir un peu un film à la Carnet, presque, je dirais, tu vois, comme Les Visiteurs du Soir, parce que c'est chargé de beauté, c'est chargé d'anecdotes, c'est chargé de choses comme ça, où les personnages vont avoir un rôle très très important, même du plus petit au plus grand. Et j'ai le rôle magnifique de l'intendante de la maison qui gère un peu toute la maison des uns et des autres, qui connaît l'histoire de tout le monde. Là, on pense qu'on est en train de discuter avec les distributeurs. Pendant l'été. Et voilà, pour commencer, disons, avant la fin d'année, de le tourner. Donc voilà, et ça va être un film un peu international. Voilà. Super. Ah oui, je suis très contente. Et la rétrospective, alors tu me parlais de la rétrospective, tu m'as dit qu'il y avait quelqu'un qui voulait, de toi, sur... Oui, il y a quelqu'un qui veut éventuellement faire un film sur ma vie. Donc on va voir, on va attendre. Je pense que je vais faire un grand documentaire. Je ne sais pas comment on va prendre les images parce que ça va être compliqué, mais je pense que je serais contente de pouvoir le mettre un peu en lumière, de le transmettre, parce que plus de gens prendront conscience de ce qu'ils sont, plus je pense qu'on aura réussi. Réussi. Parce que je serais très contente que les gens prennent conscience de qui ils sont vraiment. Et qui se posent les bonnes questions. Les bonnes questions de, tiens, je suis sur Terre, qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Ah, j'ai eu tel événement, telle chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'était ça. Ah oui, et là, d'un seul coup, leur vie prend une tournure tellement magnifique, tu vois que je veux dire, que je pense que ça serait formidable. Et je voudrais transmettre ça. Voilà, tu l'as déjà beaucoup transmis à travers tes tables rondes, conférences. Oui, j'ai fait beaucoup, parce qu'avec l'association que j'avais fait, Conscience et Présence, qui a duré pendant 5-6 ans, que j'avais créé de fond en comble, où j'ai reçu les plus grands intervenants, dont toi d'ailleurs. Tous les enseignants, tu as reçu tous les enseignants. Les enseignants, de toute tendance confondue, de toute obédience confondue, de toute religion confondue. Tu as transmis. Pour vraiment donner un grand panel de tout ça, une vision des choses plus globales de ce qu'on est venu faire sur Terre. C'est ça qui m'intéresse. Toujours réunir les êtres, faire en sorte qu'ils se prennent, qu'ils sont complètes, qu'ils se comprennent. C'est super, parce qu'il y avait conférences et dîners après. Il y avait dîner. Et c'est pour ça, parce que les gens pouvaient après parler, être entre eux et communiquer, tu vois, parce que c'est bien d'écouter toujours. Mais il faut toujours aussi qu'il y ait la communication entre les uns et les autres. Parce qu'il n'y a pas de communication, ça reste toujours un petit peu en deçà. Hein. Et c'est ça qui m'a toujours plu, moi, c'est que les êtres continuent de communiquer, et c'est resté, d'ailleurs, beaucoup de gens sont restés après ces séminaires en me disant, ils s'en souviennent encore. Ça, tout le monde s'en souvient. Parce que ça a été des temps forts de communion, surtout dans des sujets tellement variés, tellement difficiles. C'était différent à chaque fois. Ah bah oui, parce qu'il y avait des scientifiques, il y avait des religieux, il y avait des spirituels, il y avait des médecins, il y avait de tout. Même des politiques, parce que j'avais invité aussi des politiques. Oui, j'avais invité Jean-Paul Huchon, qui était président de la région, avec Jean-Marie Descarpentries, qui était un des grands patrons de l'industrie, qui était un très grand patron, très intelligent, très brillant. Et on avait passé une soirée aussi formidable, dans un domaine tout à fait différent, mais parce que c'est ça, il faut donner une diversité. Parce que l'être est divers, donc il faut qu'il y ait cette diversité pour pouvoir comprendre. 6 ans alors, ça a duré 6 ans. Ah oui, 6 ans, oui. Ça s'est arrêté parce que malheureusement, la Maison de l'Europe, ils ont vendu la Maison de l'Europe. Ah, c'est ça. Et voilà, je n'avais plus de lieu. C'était un lieu magique. C'était magique, parce qu'il y avait la beauté du lieu. On pouvait tenir comme à 100, 120 personnes. Et après, le dîner à table, par petite table, que j'organisais, qui était magnifique. Et c'était vraiment agréable, tu vois. Je mettais un point d'honneur à ce que les choses se passent le mieux possible pour que tout le monde trouve sa place, tu vois. Et ça a été un des grands moments de réunion. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je continue avec Grabovoy, qu'on va faire aussi, je pense, aussi pas mal de choses sur lui, sur son film qu'on va faire peut-être avec lui. Ah, très bien. Donc, prochainement avec Patrice, que tu connais. Donc, je pense qu'on va faire quelque chose aussi de formidable sur sa vie, qui est un homme aussi un peu hors du commun, faut le dire. Voilà, donc on espère aussi qu'on va continuer, enchaîner. À montrer la beauté, à montrer la lumière, la lumière et l'amour de tous ces êtres qui sont magnifiques. Donc c'est un moment magique. Moi, je remercie tous les jours, parce que vraiment, de m'avoir amené jusque ça et pouvoir le faire et le vivre vraiment pleinement et consciemment, c'est un grand cadeau. C'est vrai. C'est un très, très grand cadeau. Donc, je suis contente, je suis heureuse. Voilà. Ça fait longtemps que tu es partie dans ta campagne, en 2017. Ah oui,
D'accord, c'était un tournant en 2017. Oui, parce que là, je ne pouvais pas garder, malheureusement, n'ayant plus mes relations de conseil qui me donnaient des émoluments réguliers, je ne pouvais pas garder mes deux maisons à louer, quoi. C'était compliqué. Donc là, voilà. Oui, tu as simplifié. Voilà, et on est dans un lieu très calme. En Eure-et-Loire, je suis très calme. Oui, c'est la campagne. Ça m'a permis d'avoir le temps d'écrire mon livre très tranquillement. Voilà. Avec un beau jardin. Avec un beau jardin, donc je t'invite quand tu veux, d'ailleurs, je serai ravie de t'accueillir. Non, c'est vraiment très agréable. D'accord. On est dans le calme, très bien, le calme profond, le calme magnifique. Oui, tu peux écrire aussi longtemps que tu veux. Ah bah ça, ma chérie, là c'est vraiment, c'est Olympia, là. C'est le calme Olympia. C'est super. Tu as d'autres choses à nous dire sur tes prochains Non, c'est déjà pas mal, parce que déjà une fois que j'aurai déjà fait ce film... Oui, tu vas annoncer... Il y a quelque chose au Sénat avec ce livre-là. Ah oui, là, on fait une conférence au Sénat avec les femmes d'abord, qui était une association magnifique qui existe depuis une vingtaine d'années et qui m'ont demandé gentiment, parce que je les connais depuis très longtemps, de venir faire une conférence pour parler de mon film, pour parler de mon livre, avec mes amis qui vont se réunir autour et expliquer bien en détail pourquoi j'ai écrit ce livre, ce qu'on vient de faire, comment je l'ai écrit, et voilà, essayer. Ah oui, ça t'a pris comme ça, d'un seul coup. Oui, parce que je me suis dit, il faut que je fasse, il faut que je transmette. Parce que j'avais tellement de choses à dire avec tous ces êtres que je n'ai pas pu leur dire quand ils étaient vivants, peut-être. Je me suis dit, ah c'est bien, ça me donne l'occasion de leur dire ce que je n'ai pas pu leur dire vraiment quand ils étaient près de moi, mais là, de faire vraiment ce très beau tableau et en leur rendant hommage à chacun, tu vois. Parce que ça a été un tel moment de bonheur pour moi, même dans le malheur, mais ça a été un moment de bonheur quand même. Oui. Donc, je voulais absolument qu'ils aient leur part d'une part de ma vie. C'est eux qui m'ont construit. Personne d'autre, ce sont eux qui m'ont construit jour à jour avec toutes les épreuves, toutes les choses difficiles, mais ça m'a construit. Bah, écoute. Et je suis très heureuse d'être construite comme ça parce que ça a été un immense bonheur d'avoir eu la possibilité de rencontrer tous ces êtres. C'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose d'unique. Mémoire de mes amours inconditionnels, hymne à la vie, un hymne à la vie. Ah oui. Hymne à la vie. Ah oui, parce que c'est la vie qui nous pousse dans sa beauté, dans sa diversité, dans son unité. Bon, écoute Evelyne, donc tu reviens quand tu veux pour parler de ton Ma film chérie, et de tes avec films. Grand plaisir, avec grand Tu m'avais plaisir. parlé aussi d'un film sur Saint-Louis, où est-ce qu'il en est celui-là? Ah ça, alors, c'est Daniel Givaudan qui l'a écrit, c'est Daniel Mauroy qui l'a écrit. Mais je l'ai lu, j'ai adoré. Et moi j'aurais voulu absolument avoir la possibilité de le faire. Avec toutes ces révélations énormes. Et je ne désespère pas qu'on le fasse, parce que si on a la possibilité d'ouvrir cette production grâce au film d'Antise, je pense que là, on aura la possibilité d'entrer avec des grandes productions américaines. C'est vrai. Ah oui, ça serait formidable. Alors écoute, d'ailleurs il y a plusieurs tomes, je crois que j'ai lu les 2 tomes. Mais c'est magnifique quoi, quand tu lis ça. Mais ça c'est superbe. Et ça serait formidable aujourd'hui. Imagine dans le contexte politique, de révéler tout ça. De révéler, mais ça serait formidable, tu vois. Il faudrait absolument qu'on y arrive. Ça serait vraiment magnifique. Il est d'accord, Saint-Louis, donc ça va. Saint-Louis est d'accord, j'espère que le patron là-haut aussi il est d'accord. Ils sont connectés tous les deux. Je pense aussi. Merci beaucoup à toi. Merci ma belle Hélène. Merci pour ce temps de moments de grâce et de gentillesse et d'amour. Parce que vraiment, ça me porte beaucoup. Et ça continue de me porter. Bon, écoute alors... Et on espère que ça va emporter aussi beaucoup d'autres. Oui. Voilà, pour les emporter... C'est un livre d'amour. Vers l'amour, voilà. Et la lumière divine qui est en eux, qui est en chacun d'eux.